Est-ce que tu es excité par les objets technologiques? Tu as déjà reçu des nudes? T'aurais voulu avoir une autre voix que celle que tu as? Quelle est ta position sur la vengeance? T'as pas des problèmes de douleur au genou? Le principe de Small Talk, c'est je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Si on parle de guitare, la guitare, les guitares, beaucoup de guitares. Guitariste. Quand même la guitare, faire de la guitare. Voilà, c'est un Small Talk qui plonge vraiment au cœur de la là, guitare. On est mal. Bonjour, en tant que mug de Smalltalk, vous savez quelle est ma plus grande frustration? C'est d'être présent dans tous les Smalltalk, mais de jamais pouvoir répondre aux questions. Ça vous fait pas ça vous aussi en tant qu'auditeur? Genre par exemple, à la question de David, as-tu un talent inutile? J'ai envie de répondre, oui David, oui j'en ai un. Et vous voulez savoir ce que c'est? Je suis insensible à la douleur. Et oui, par exemple, on me verse de l'eau bouillante dedans, ça me fait rien. De l'eau glacée, ça me fait rien. De l'eau tiède, ça me fait rien. Mais ça c'est un peu normal, parce que c'est de l'eau tiède, donc ça fait pas mal. Et sinon, la barbe qui pique de David? Rien. Quand David fait le mec bilingue? Toujours rien. Bah après c'est normal, il parle super bien anglais, je vois pas pourquoi ça m'aurait fait quelque chose. Et quand David parle précisément de ce pourquoi l'invité est connu, alors que le thème de Smalltalk c'est justement tout l'inverse, eh bah ça me fait... Non, si là ça me fait un truc. En fait, il y a un concept. Un concept, une règle, c'est de pas parler de ce pourquoi l'invité est connu. Pourquoi tu parles de ça du coup? Il y a 12 milliards d'autres sujets à aborder, c'est pourtant simple. Et pour te le prouver David, j'ai créé un site internet avec tous les sujets que tu pourrais aborder qui n'ont aucun rapport avec tes invités. Et pour faire ça, j'ai utilisé Squarespace qui est le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et nous permet de continuer de faire des small talk de qualité. Squarespace c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Concrètement, j'ai pu créer mon site web d'idées pour David, j'ai fait le design à mon image, c'est-à-dire ultra classe, et j'ai créé mon nom de domaine, desidespourdavid.com. Et tout ça, très facilement. Si un mug peut le faire, alors vous aussi vous pouvez le faire. Donc, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10, voire condition en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Il y a 5 ans, pendant le confinement, j'ai écrit une chanson et qui commençait par ce riff que je vais te faire écouter, si tu veux bien. Et je l'ai postée, elle a eu un petit succès, disons, et il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais attends, t'as copié. T'as copié un riff de M. Est-ce que t'as une... » Parce que en fait, quand ils l'ont dit, j'ai fait « Ah... » Je m'en suis pas rendu compte, mais oui un peu. Putain, j'aurais jamais. C'est un jam, ça? C'était quoi? C'est exactement. C'était sur le live à l'Olympia. Où il y avait un moment où tu faisais cette démonstration du Jam Man et tu faisais ce riff-là. Et alors, c'est pas tout à fait le même riff, mais il y a quand même un gros voisinage. Je suis à peu près certain que c'était, comment ça s'appelle la cryptomnésie. Ça, on la vit tous. Oui, voilà. Ouais. Et donc, je sais pas, par extension, la première question que j'ai, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver un riff que tu dis, ah putain, c'est bien, et en fait de te rendre compte a posteriori que peut-être il te vient de quelque part et que tu l'as pas complètement inventé? Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, un peu Machistador, tu sais, la ligne de basse. Oui. Je l'ai faite vraiment spontanément et c'est quand même pas très très loin d'un morceau de Queen. Oui. Très connu d'ailleurs, je l'ai plus en tête le titre. Pourtant c'est un le ton. Tu vois, typiquement c'est quand même assez proche. Oui. Alors que j'ai pas du tout pensé à ça quand je l'ai fait. Ouais. Non mais même ça arrive très souvent de faire des riffs parfois même qui sont des historiques, tu sais, et t'as l'impression d'avoir trouvé le meilleur riff du monde et il existe déjà. Ouais. Et comme inversement, tu fais aussi, c'est ça qui est génial quand tu fais des chansons ou des riffs. C'est que parfois, tu as l'impression de l'avoir toujours entendu et d'être persuadé qu'il existe et de ne pas le retrouver. Enfin, de te dire, en fait, non, je crois que c'est un peu inédit. Et donc, tu le lâches dans la nature, et puis après, et là, il y a Michael Jackson qui fait c'est un riff à moi. Exactement. Alors, je vous connais. Vous allez dire, il y a plus de tasses sur le bar. Oh, tiens, pourquoi il manque des trucs partout? Ah, tiens, et surtout, pourquoi est-ce que derrière l'invité, il y a des tas de merde, qu'on pourrait appeler des merdes, genre des trucs de déménagement, tout ça? Eh ben, justement, c'est parce qu'on s'apprête à déménager. Okay, donc, on a déjà commencé à combiner, à mettre les trucs de côté, tout ça. Donc, voilà. Arrêtez de vous exciter dès qu'il y a un truc qui change. Merci.
Alors le principe de small talk, j'arrête pas de faire des entorses, mais normalement c'est je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Avec toi c'est un tout petit peu difficile parce que ce pourquoi tu es connu, c'est-à-dire la musique, ça a commencé quand même terriblement tôt dans ton existence. Donc c'est un petit peu dur de raconter l'histoire de ta vie sans raconter l'histoire de la musique, mais on va essayer quand même. T'es né un 21 décembre. Ouais. À quel point est-ce que c'est agaçant d'avoir son anniversaire 3 jours avant Noël ? Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu frustrant. Et après, ça devient une sorte de période festive, tu sais, où tout est fête pendant un certain moment. Depuis, en plus, il y a d'autres enfants qui sont arrivés, mes frères et sœurs et tout. Et on est tous autour de ces dates-là. Oui. Mon père est quand même né entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, il a vécu aussi quelque chose d'assez inédit. Donc, on est dans cette espèce de période de vie, de fête, de famille, où ça devient une espèce de cadeau prolongé, quoi. Mais c'est en fait quand on dit les fêtes de fin d'année, généralement il y en a 2 pour le commun des mortels et vous il y en a 4. Il y en a 4-5 au moins. C'est quoi ton premier souvenir, le premier souvenir de ton existence, la première chose dont tu te souviens? Alors là bizarrement c'est un souvenir, celui qui me vient c'est à la maternelle, justement j'habitais à la campagne en Seine-et-Marne, dans un petit village, et c'est l'arrivée du Père Noël dans la cour de récréation. Et ça m'a rendu fou. Et je sais que je lui ai sauté dans les bras comme si c'était Dieu, quoi. Je sais pas. Enfin, tu vois, une espèce d'image comme ça iconique et inaccessible. Et j'étais bouleversé d'avoir rencontré le Père Noël pour de vrai. En fait, je crois que tout ce qui est iconique comme ça m'a toujours porté, fasciné. Parce que j'ai eu cette même émotion quand j'ai découvert Superman au cinéma. Et je me rappelle que tout le monde sortait de la salle et moi j'avais un peu bugué. Je tournais seul autour de la salle, le poing comme ça devant, et j'avais rencontré aussi. Enfin, tu vois, je crois que j'ai un espèce de truc avec les gens un peu surnaturels, les personnages irréels, le rêve, quoi. Je sais pas quoi. Souvent, il y a quelque chose qui commence à clocher avec le Père Noël quand on se rend compte qu'il y en a un devant les Galeries Lafayette, on a un autre devant le Printemps, il y en a un troisième je sais pas où, et tu fais genre mais attends, il y a un pourquoi c'est pas possible. C'est vrai. Je dois être. Le déni a dû commencer assez jeune avec ça. C'est quoi la première chanson dont tu te souviens? Peut-être une chanson de mon père. Je suis quand même né dans les chansons de mon père. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on habitait à la campagne. Ils étaient vraiment assez hippies, quoi. On était dans une ambiance hyper artisanale. Et je sais que je suis né dans les chansons de mon père. Et notamment, peut-être, une des premières, parce que j'étais tout petit, c'est Mathieu Mogodo, qui est une chanson que mon père m'a écrite. Le petit Mathieu fait dodo dans son lit tout chaud. Et ça a été marquant parce qu'il nous chantait ces chansons pour nous endormir. Une pour ma sœur aussi, Émilie. Et j'ai dû être bercé par ça, quoi. C'est ma première berceuse faite par mon père, c'était assez joli. Et mon père était quand même souvent avec sa guitare acoustique et ses amis qui passaient aussi. Mais je pense que sincèrement, j'ai été, je suis né dans les chansons de mon père, quoi. Tu te souviens d'une blague qui t'a fait particulièrement rire quand t'étais enfant? Je sais qu'un truc qu'on faisait souvent, c'était les blagues téléphoniques. J'ai l'impression que c'était une mode, une époque, non? Je sais pas si tout le monde faisait ça. Oui, parce que en fait, il y avait une façon. Oui, il y avait le bottin, et en fait, c'était assez tentant de composer des numéros au hasard. Un jour, on a appelé 22 taxis à la même adresse pour créer un espèce de chaos dans le quartier. C'est vraiment des trucs à la con. Et on trouvait ça très très drôle, mais c'était terrible. Ça créait des choses vraiment infernales, quoi. J'ai jamais pensé à faire ça, mais que c'est drôle. C'est un embouteillage et puis ils sortent de leur voiture. Non mais c'était un chaos total. Et nous on les voyait de l'appartement, tu vois, c'était honteux. Tu te souviens de la première personne sur laquelle tu as fantasmé? J'ai été extrêmement amoureux de Charlotte Gainsbourg. Oui. Et mais c'est une famille que j'aime profondément de toute façon. Que ce soit Jane Birkin aussi, qui a été aussi quelque part un grand fantasme dans ma vie, en tout cas de femme incroyablement magnétique. Et t'as été le genre à un moment de ta vie d'avoir des posters de filles? Ah oui. Non, je crois que je faisais partie de ces gens qui n'assumaient pas trop tout ça. Tu vois, donc un peu. Non, c'était un peu ma partie secrète, quoi. Tu vois. Aussi, j'en parlais avec les copains comme ça, mais non, je crois que j'aurais pas assumé d'avoir le poster d'une fille très jolie, je crois pas. Est-ce que tu te souviens d'un cadeau que tu as reçu dans ton enfance et qui t'a mis dans des états de joie dans lesquels on ne se met plus ensuite pour des cadeaux? Alors oui, attends.
Ça peut être plus tardif aussi. On parle beaucoup de l'enfance, mais si c'est des choses plus récentes, Je crois qu'enfant, en tout cas, j'étais fasciné par Goldorak. Et on m'a offert le fameux Goldorak, tu sais, je sais pas s'il y en avait plusieurs, mais enfin bref, avec le fulgure au poing. Bien sûr. Et ça, je sais que j'étais très très fier et heureux d'avoir ce jouet, quoi, tu vois. Mais en plus, ils étaient quand même, je sais pas, j'ai un souvenir que c'était assez parfait, quoi. Et les fulgures au point étaient actionnables sur le jouet, c'est-à-dire que tu pouvais, ils partaient effectivement. Exactement. Oui, je vois très bien. Et après, peut-être qui m'a vraiment effectivement changé ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré la guitare de ma vie, qui est une Stratocaster série L 1964. Et je me rappellerai toujours, je squattais dans un magasin de guitare boulevard Beaumarchais qui s'appelait Guitar & Co. Et un gars, Jean-Pierre, je sais plus son nom de famille, un homme génial qui nous accueillait, incroyable, enfin qui était amoureux de la musique et des guitaristes, et on était tous jeunes et je passais ma vie dans ce magasin. Et puis un jour, un type rentre pour mettre en dépôt-vente une guitare. Et il la sort comme ça, et la Stratocaster, c'est un peu le Stradivarius, quoi, de la guitare électrique, et surtout les séries L, qui sont donc entre 62 et 64, une série faite par Léo Fender, qui est vraiment complètement incroyable. Et donc c'est les années Jimi Hendrix, quoi. Et là, il sort cette guitare, et je sens que c'est une guitare incroyable. Il a même pas le temps de l'amener au comptoir pour en parler à Jean-Pierre, que je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu crois que je peux essayer cette guitare? Et là, tu sais, c'est comme des rencontres dans la vie, quoi. Je l'ai prise, et ça a été immédiat, sauf que c'était quand même une guitare déjà assez chère pour l'époque, tu vois. C'était presque un peu c'était complètement délirant que je puisse acheter cette guitare, mais c'était déraisonnable, quoi. Je pouvais pas passer outre, et ça a été la guitare de ma vie depuis. Quelle est la différence? Est-ce que tu t'arriverais à décrire précisément la différence entre cette Stratocaster là et une Stratocaster américaine chère, normale, fabriquée maintenant? Qu'est-ce qui change entre l'une et l'autre? Je pense qu'il y a effectivement la mystique déjà de l'instrument, son histoire, ce vécu. Tu sais, c'est souvent des instruments, quand tu n'es pas spécialiste, tu te dis, mais elle est pourrie cette guitare, il y a des trous partout. Enfin, tu vois, donc elle a ses blessures de guerre, elle a ses cicatrices. Elle a évidemment, après, si on rentre dans le détail, une légèreté particulière. C'est-à-dire que c'est moins lourd peut-être. Les finitions sont plus gracieuses, tu vois, même si c'est tu vois, les micros sont d'origine, donc ça crée un son beaucoup plus profond. Après, c'est pareil, hein, c'est comme le bon vin, une guitare, même si elle est de la très bonne époque, peut sonner plus ou moins bien. Ça, c'est aussi une rencontre avec quelqu'un, tu sais, parce que le son se fait quand même dans les doigts. Si se fait pas la guitare, c'est peut-être, sincèrement, quand tu écoutes le son d'un guitariste, la guitare, c'est peut-être 15% du son pour moi. Tu vois. Mais en tout cas, je sais pas, c'est une sorte de sensualité d'ailleurs, et puis de ressenti. Et à la fois, tu as des guitares qui ont un équilibre, un son parfait, tu sais, déjà très juste. Et puis, les micros restituent le son sur toutes les cases. Il n'y a pas d'écart trop. Je sais pas, c'est plein de choses comme ça. Mais l'idée du vibrato, tu sais, parce qu'un vibrato peut tenir plus ou moins bien. Parfois, tu joues et puis ça désaccorde la guitare. Là, il y a une tenue un peu parfaite. Et c'est vrai que j'ai depuis beaucoup de guitares, mais j'ai jamais trouvé d'équivalence, quoi. Il y a ce que j'avais remarqué, moi, avec les guitares un peu bien par rapport aux guitares bas de gamme, c'est qu'elles sont... elles pardonnent moins. C'est-à-dire qu'elles sont plus sensibles et que le fait de se tromper s'entend plus. Je sais pas si c'est un truc... Si, t'as raison, c'est vrai qu'il y a de ça. C'est vrai qu'une guitare, c'est ça, elle permet toutes les nuances. Donc c'est pour ça que c'est ce qui fait la beauté. Et alors, c'est étonnant parce que là, j'ai vécu un flash très récent. C'est que j'étais en vacances et passé pourtant un groupe que je connais par cœur, c'est Dire Straits. Et je le sais très bien, tu vois, Mark Knopfler a quand même un son de guitare assez phénoménal. Et j'ai eu un blocage là. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme si j'étais passé à côté de ce guitariste que pourtant je connais bien déjà. Mais c'est une espèce de redécouverte. Et donc, et là, tu vois, et parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la manière de jouer. Et tu sais, tu joues avec un Mediator, c'est-à-dire cette espèce de bout de plastique. Et lui, il joue avec les doigts. Et c'est incroyablement plus expressif. C'est vrai que pour la sensibilité du jeu et les nuances, que ce soit Jeff Beck par exemple ou Mark Knopfler pour prendre deux grands, c'est indiscutable, quoi. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de variations. Parce que tu vois, si tu joues au pouce, d'une manière, tu peux avoir déjà 100 sons différents, avec l'index, enfin bref. Et c'est vrai que Mark Knopfler m'a transcendé là. Je suis. Mais alors, si on est honnête, on était tout à l'heure ici, on t'a entendu
jouait Sultans of Swing, je pense que c'était toi. Oui, oui. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue très bien. Et donc, le solo que tu faisais là, tu le faisais comme lui Oui, au doigt. au quoi. doigt, c'est ça. Ah ouais. Non, parce que c'est vrai qu'il m'a un peu fait bugger. Donc là je vais d'ailleurs essayer, parce que c'est toute la technique du peut-être Delta Blues, tu sais, espèce de truc de picking, quoi, de musique très américaine. Hein. Et très honnêtement, j'ai un espèce de phrasé naturel, mais pour avoir ce truc-là, c'est encore un petit job là. J'ai vu une grande interview de lui où il explique comment il a créé petit à petit sa façon de jouer au doigt. Et alors, il faut qu'on revienne un tout petit peu à l'enfance quand même. Est-ce que tu te souviens de la pire bêtise, d'une bêtise qui t'a valu une punition quand t'étais petit? Alors c'est marrant, j'ai un souvenir c'est encore lié à la guitare, mais c'est parce que il faut savoir un truc, c'est que mon père est venu me voir un jour, j'étais en Corse en vacances et il était très inquiet parce que j'étais un enfant trop docile. Et il est venu me voir, il a dit Mathieu, je suis hyper mal parce que tu t'énerves jamais et moi ça m'inquiète quoi. Il m'a dit tu veux pas t'énerver un peu là, te rebeller un peu, parce que mon père est plus en colère quoi que moi, tu vois. Oui. Et je lui dis bah ouais, t'as raison, faudrait que je m'énerve. Enfin, c'était assez drôle cette discussion. Bon bref, ça c'était un moment. Et alors quelques temps plus tard, je commence à faire de la guitare, j'ai 15-16 ans, je sais pas quoi. Ouais, 15 ans allez. Et mon père me dit alors t'aimes vraiment ça et tout. Je dis ouais c'est vrai que j'adore ça, mais c'est le début, les b.a.-ba un peu, tu vois. Et il me dit cette phrase qui résonne à mon avis avec son père aussi. Il dit mais dans ce cas-là, c'était peut-être pas exactement dit comme ça, mais genre dans ce cas-là, faut que tu sois le meilleur. Et ça m'a révolté en fait qu'il me dise ça, parce que moi j'étais dans une sorte de petite passion, tu vois, de musique, mais j'avais pas l'idée de la concurrence, d'être meilleur enfin tu vois, ça m'a. Et là je me suis vraiment énervé quoi. Enfin je suis parti dans ma chambre un peu furieux quoi. Donc il m'a remercié de m'énerver déjà. Et à la fois ça m'a marqué ce truc-là, parce que c'est d'une certaine manière, tu vois, ça m'a donné envie sûrement de travailler. Surtout pas d'être le meilleur, mais tu vois, je sais pas, d'un côté ça m'a perturbé parce que je trouve que c'est vraiment déplacé de rentrer là-dedans, et d'un autre côté il m'a transmis sûrement cette chose du travail quoi, tu vois, parce que ça de toute façon il m'a souvent dit écoute, sans le boulot t'iras nulle part, etc. Donc si t'es devenu un excellent guitariste, c'est quand même peut-être à cause de cette phrase désagréable qu'il t'a dit dans un premier temps. Désagréable, oui, en tout cas elle a résonné, elle a travaillé. Je pense transformer, parce que je pense pas avoir le sens sincèrement de la compétition, tu vois, je pense pas que ce soit ça le moteur vraiment, j'espère pour moi, mais à la fois ça m'a donné envie de bosser quoi. Si, je me suis rappelé que j'avais une question sur la Stratocaster. Pourquoi la Stratocaster, elle grésille un micro sur deux? Moi, à chaque fois parce que je joue un petit peu de guitare sur scène quelquefois, et j'ai ce problème que le premier micro, le troisième et le cinquième, ça va. Le deuxième et le quatrième, ils font c'est pas des trucs qui t'arrivent aussi à toi? Ça peut arriver, effectivement. Non, je crois que c'est lié, tu sais, à ce truc de micros qui sont pas des doubles bobinages. Oui. Et donc ça fait qu'ils captent beaucoup plus les choses électriques. Et donc ça chope donc ça choque les buzz. Alors que si t'as un double bobinage, t'as pas ce problème-là. Voilà, c'est un small talk qui plonge vraiment au cœur de la guitare. On est mal. Je savais que j'étais pas un bon client pour toi, mais... Est-ce que t'étais bon élève? Non, malheureusement non. Non, ça fait partie un peu ça du karma chez Did. Oui. C'est qu'on est des autodidactes, des cancres, vraiment, on peut le dire. Ma fille, quelque part, s'en sort plutôt mieux. Elle a passé son bac en même temps pendant le confinement, donc elle l'a eu tout de suite. Mais à la fois, elle a été un tout petit peu plus scolaire que nous. Oui. On va voir pour les jeunes générations qui arrivent. Ouais. Mais sinon, c'est pas notre truc. Et en fait, c'est même pire que ça, c'est que j'avais des parents anti-école. C'est très rare. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient là, genre, ah non, c'est chiant. Enfin, ils étaient traumatisés. Mon père détestait ça. Et ma mère était pas dingue de ça non plus. Mais c'est vrai que donc on n'a pas été non plus boosté par ça. Tu vois, on n'avait pas des parents derrière nous par rapport à ça. Et donc la moyenne quand même? Non. C'était vraiment. Alors il y a eu des années comme ça, un peu de bravoure, mais c'était plutôt dernier de la classe. Ouais. Ah oui. J'ai pu avoir, je crois, dans les pires moments, je crois, des 3 de moyenne ou des 6 de moyenne, des trucs vraiment où en fait, j'étais pas dedans, quoi. Non. Et donc, tu n'as pas passé les trucs qu'on passe d'habitude, le brevet des collèges, le bac, tout ça? Alors, le bac, je l'ai passé,
Mais j'avais arrêté l'école 6 mois avant. Uh-huh. Parce que j'étais parti en tournée avec un groupe de blues. Et donc, j'ai quand même été passer le bac. Mais j'ai même pas été voir les résultats. Moi, j'en étais là, ouais. Et donc, tu sais pas si tu l'as eu? Non, mais c'est pour garder... Comme ça, je me dis, ça laissera un petit doute. Oui. Mais c'est vrai que j'étais pas très concerné. Oui. Mais j'en suis pas fier. Hein, Attends, tu sais pas si t'as eu ton bac ou pas? J'ai vraiment pas été voir, non. Non, mais je veux dire, c'était même pas la peine de. Ah oui, d'accord. Ouais. Probablement pas, en fait. Non, c'est ça. Ouais, ok. Non, à ce niveau-là, c'est pas un exemple. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première chose créative que t'as faite où t'as dit, ah, ça, je suis content de moi, c'est bien. Quitte à revenir sur la chose plus tard et à dire, bah finalement pas. Mais non, alors ce qui était marrant, c'est qu'avant de faire de la musique, j'étais branché bande dessinée. Oui. Dessin, quoi. Et d'ailleurs, je prenais souvent ma grand-mère maternelle et son chien Zouzou, qui était une espèce de bulldog. Oui. C'était souvent mes héros de bande de BD. Et je sais pas si j'étais forcément très fier, mais je sais que c'était vraiment un moment d'expression pour moi important. Et je m'exprimais comme ça, tu vois. C'est-à-dire que mes rêves, mes fantasmes, mes délires, mes blagues et tout ça passaient à travers cette bande dessinée. Et en tout cas, je sais que ça enchantait la famille, quoi. Ouais. Sais, tu vois, et d'ailleurs, j'étais peut-être destiné plutôt à faire ça. Ouais. Il y avait un petit début de passion avec ça. Tu les as gardés? Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Et quand tu les regardes aujourd'hui, tu fais Bah non, c'est touchant, quoi. Mais c'est l'humour de... Tu vois, c'est toute une époque et c'est attachant, on va dire. Et puis peut-être que... Enfin, en tout cas, en fait, c'est marrant parce que quand je fais, tu sais, mes concepts de spectacle et de choses comme ça, je m'amuse toujours à faire des croquis, que ce soit tous les concepts que tu peux voir après dans un, tu sais, je sais pas, en scénographie ou en logo ou en pochette, enfin peu importe, part toujours d'une idée assez simple. Et donc, je pense que j'ai toujours... ça fait partie de M, d'ailleurs, cette chose de ces personnages, ces couleurs, ces ambiances. Ouais. Je pense elles partent un peu de cet univers-là, quoi, de bande dessinée. Je me souviens qu'au début des années 2000, j'étais dans le TGV un jour, et à l'époque, il y avait un magazine qu'on donnait à tout le monde dans le TGV qui s'appelait TGV Magazine. Et il y a un jour où il y avait une interview de toi, et tu parlais longuement de Mathieu Bogaerts. Et tu disais qu'il avait trouvé son univers bien avant toi. Quelle relation tu avais avec lui quand tu avais ces âges-là, adolescent? Ah oui, parce qu'on s'est rencontrés à 12-13 ans. Ouais. Et alors, c'était fascinant parce que Mathieu me faisait écouter, on allait dans sa cave et il avait déjà un univers extrêmement marqué. C'est-à-dire que quand on écoute son premier album, la chanson Ondulée, d'ailleurs, où c'est ma sœur Émilie qui avait fait le clip de cette chanson à l'époque, il avait, à mon avis, je ne veux pas... Allez, on va dire 12-13 ans, peut-être 14, il avait déjà fait cette chanson, arrangée de cette manière-là, c'était déjà extrêmement précis, et ça me fascinait, parce que moi j'étais plutôt dans le blues, dans la guitare, et quand j'entendais ça, j'étais épaté. Je me souviens aussi que tu disais dans cette interview que, en fait, toi t'avais déjà eu, on pourrait dire, un succès encore plus grand que le sien à ce moment-là, et qu'il le vivait pas très bien, cette différence de succès. Bah, un jour, il m'a dit, Mathieu, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble, il faut que je te parle. Et c'était au moment où je venais, je pense, d'avoir mes premières victoires de la musique. Oui. Et il m'a dit, écoute Mathieu, je te le dis franchement, en fait, je suis extrêmement jaloux. Et je vis. Donc, quand je te vois, ça me fait pas du bien, quoi. Donc, on va éviter de se voir dans les prochains temps, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement honnête que j'ai pris ça vraiment comme un acte d'amitié très fort, quoi. Je trouvais ça magnifique de pouvoir dire les choses avec autant de sincérité. Donc ça m'a jamais blessé, mais au contraire. Et il s'est passé. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, il y avait une chanson qui s'appelle Mathieu avec 2 T, et qui m'était destinée, où il dit très clairement, où il parle très clairement de ça, c'est-à-dire de cette difficulté que je lui brûle son étoile, quoi. Enfin, que je sais plus exactement les termes. C'était une très belle chanson. Je me démène dans tes flammes. Et d'ailleurs, pour lui rendre l'appareil et pour le remercier, j'en ai fait une qui s'appelle La Bonne Étoile. Quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile. Ah, ma bonne étoile, c'est sur lui. C'est une chanson que j'ai faite en réponse à sa chanson, ouais. D'ailleurs, si on regarde le clip, il y avait Vincent Lindon qui jouait un M, et t'as Mathieu Bogaerts et Jérôme Goldet, qui est mon grand ami avec qui j'avais co-composé la musique, qui joue dedans. Mais oui, c'était une chanson pour Mathieu. On s'est toujours suivis. J'ai toujours une admiration sans borne pour lui. D'ailleurs, je suis vraiment un de ses premiers fans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort un album, j'écoute
immédiatement et je suis souvent presque, j'ai même presque pas de recul tellement je suis amoureux de sa musique. Il est revenu de son amertume de l'époque ou pas? Oui, je pense qu'avec le temps, tu vois, on n'en parle plus comme ça. En tout cas, et puis il voit. En fait, je suis tellement. On est tellement. Ouais, il y a une amitié. Et puis, tu sais, quand les amis de toujours, c'est plus fort que tout ça, quoi. Et oui, je pense qu'il a digéré tout ça un peu. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé de ressentir pour quelqu'un d'autre ce qu'il avait ressenti pour toi, ce même genre de jalousie? Alors, pas d'une manière aussi intime, parce que c'est vrai que là, il y avait quelque chose où on se connaissait depuis longtemps. Je sais pas si j'ai vécu ça avec tu vois, quelqu'un d'aussi proche qui tout d'un coup a un succès important, mais parfois je peux être, je sais pas si jaloux. Ouais, est-ce que c'est le mot jaloux, envieux peut-être, mais je peux être, mais je sais pas si c'est exactement cette racine-là, mais peut-être qu'il y a de ça dedans. Mais quand j'entends, je sais pas moi, effectivement, quand Stromae est arrivé par exemple et que j'ai vraiment, en plus que j'ai rencontré ce garçon tellement gentil, tellement humble et tout ça, je sais pas si j'étais envieux, mais je me disais c'est magnifique quoi, j'avais l'impression d'être d'une autre époque d'un coup quoi, c'est comme si quelqu'un arrive et réinitialise les choses et ça me plaît. À quel point est-ce que t'étais cool à l'adolescence? Moi j'étais un très spectateur de la vie, c'est-à-dire tu vois plutôt en fait moi je fais partie de ces gens, tu sais, ados et enfants qui ont plein d'idées un peu de conneries, mais qui sont pas trop capables de les faire, donc qui proposent le scénario aux copains plus vaillants et qui laissent faire le copain, tu vois. Mais par contre, j'étais... Et si on appelait 22 taxis? C'était toi l'idée et quelqu'un d'autre qui avait... C'est un peu ça. Mais à la fois, tu vois, très... plutôt marrant, plutôt sympa, je crois, mais très timide. Oui. Et alors avec le monde féminin, c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que j'étais vraiment souvent, tu sais, je fais partie de ces copains qui sont les meilleurs amis des filles, quoi, tu vois. Mais donc elles m'aimaient bien les filles, mais pas juste pour être un copain. Ah oui, t'étais dans ce qu'on appelle la friend zone, en fait. C'est ça. Et tu t'es déjà pris à l'époque des râteaux frontaux, genre est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. Non, alors je faisais partie aussi de ces gens qui proposent pas. Oui. Tu jouais pas, donc tu pouvais pas perdre. En fait. C'est un peu ça. Ouais. Donc pas de râteau à ces époques-là. Écoute, non, ou alors vraiment je choisissais pas très bien, où j'étais sûr de mon coup, je sais pas comment dire. Donc les rares fois où j'ai osé, ça a donné des histoires d'amour qui ont duré assez longtemps. Ouais. Tu te souviens de ton premier baiser avec la langue? Tu sais, j'ai fait une chanson qui s'appelle Mama Sam, et c'est une grande copine d'ailleurs de Mathieu Bockert aussi, qui s'appelle Dominique Elalouf, et qui était ma première chérie quand j'avais 13-14 ans aussi, mais que j'ai connue quand même avant, plus jeune, et voilà, ça a été ma première histoire d'amour, quoi. Donc quand je pense à un premier baiser, c'est avec elle en tout cas. Quand je te revois, Mama Sam. Est-ce qu'on t'a dit des choses méchantes? Oui. Quand t'avais ces âges-là. Peut-être depuis aussi, mais enfin, ce moment de l'adolescence où en fait il y a moins de filtres dans la méchanceté et on se retrouve dans des situations de violence verbale qui sont plus rares par la suite. Est-ce que t'as des souvenirs de ce genre-là? Totalement, puisqu'on m'appelait gras double à l'école très souvent. Parce que on me disait pas que j'étais gros, mais que j'étais enrobé. Mais tu vois, donc un petit complexe, un grand complexe avec ça quand même. Et je me rappelle que j'étais quand même assez solitaire dans les cours de récréation, avec un petit Teddy rouge, tu vois. J'étais souvent dans un coin. Et mes amis étaient peut-être plus d'ailleurs les amis hors école, tu vois. J'ai un souvenir aussi d'une grande injustice une fois où j'étais donc assez mauvais à l'école, et tout d'un coup, il y avait un problème mathématique que personne n'a résolu sauf moi. Mais ce qui était très étrange, c'est que je l'avais résolu d'une manière, pas d'une logique parallèle, tu sais. À tel point que sur le moment, j'avais trouvé la logique. Et quand le prof me dit... parce que donc, on était deux à avoir trouvé cette logique. Moi et un mec à côté de moi qui m'avait copié ce jour-là. Mais sauf que c'était plus vraisemblable que ce soit lui qui ait trouvé la solution. Et donc, je vais alors il me dit, si c'est toi Mathieu, viens au tableau pour nous montrer que tu as trouvé cette solution. Enfin bref, et donc je suis au tableau et évidemment je ne retrouve plus du tout ce que j'avais. Tu vois, c'est des moments comme ça où tu te connectes à quelque chose, et donc ça a été une grande injustice pour moi parce que il m'avait mis 0 et 20 à mon pote qui m'avait copié, tu sais. Et là je me suis rendu compte de la cruauté aussi des copains d'école, quoi. C'est que là il y avait plus du tout
fraternité à ce Oui, moment-là. c'était fini. Et est-ce que toi, t'as été méchant avec des gens ou pas? Est-ce que tu redonnais aux autres la méchanceté qui t'imposait? Je pense que j'avais quand même ce truc un peu, tu sais, de docilité, de gentillesse, presque un peu extrême, presque maladive. Donc peut-être parce que d'une certaine manière, j'osais pas m'imposer, tu sais. Mais je crois pas que j'étais trop là-dedans. J'étais plutôt à subir qu'à qu'à envoyer la méchanceté. C'était qui les gens cool quand t'avais ces âges-là? À quoi ils ressemblaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais, moi ça me fait penser à Marlon, un grand copain à moi, qui est producteur de musique aussi aujourd'hui. Et c'est des gars comme ça, tu sais, qui étaient en roller, à l'aise, quoi, tu vois. Très drôle, évidemment, un peu looké funky, je sais pas comment dire, tu vois, les petites baskets, le machin, Mais le côté roller, ça m'avait toujours fasciné. Qui se déplaçaient en fait régulièrement en roller, même pour faire des... Ah, mais tout le temps, ils étaient en bande même, tu sais. Ouais. Et c'est l'époque main jaune, un peu, tu sais. Et, les rollers à l'époque avec les roues parallèles et non pas en ligne. Exact, oui, exactement. Et la main jaune, oui, pour ceux qui ne savent pas, c'était un endroit où il y avait de la musique et on allait faire du patin. C'est génial, c'est une boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Une sorte de boîte de nuit roulante, quoi. Ouais. Et c'est la boom, quoi. Il y a ça dans la boom, ouais, c'est ça. D'ailleurs, souvenir de boom? Oui, complètement. Oui, la boom, ça fait vraiment partie de ma vie. Ouais, complètement, si. Le quart d'heure américain. Le quart d'heure américain. Ouais. Il y a des gens qui ne savent plus ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai. Le quart d'heure américain, c'est les filles qui invitent les garçons. Oui, c'est vrai. Ouh. Oui, mais évidemment, c'est un moment super révélateur, puisqu'en fait, c'est là qu'on sait à qui... oui. Qui leur plaît, d'ailleurs, effectivement, ça me rappelle mes premières pelles, sûrement. Ah. Non, mais c'est souvent dans ces endroits. T'as été choisi dans un quart d'heure américain parce que c'était un peu une gloire, ça. Tu te rappelles de ça, par exemple, toi? Ouais. Ah. Ben, en fait, parce que la cruauté gigantesque des quarts d'heure américains, c'est que pour peu qu'il y ait 3 garçons en trop par rapport au nombre de filles, eh bien, il y a forcément des garçons qui se retrouvent sans filles. Oui. Ah oui. Ah oui, mais et là vraiment, c'est l'affiche totale, c'est-à-dire qu'on... Oui, c'est ça. C'est très cruel. Ouais. C'est vraiment, en fait, la vie reste comme ça un petit peu après. On peut avoir des humiliations de ce genre-là, mais elles sont généralement plus voilées, plus enrobées. Là, c'est tellement frontal, quoi. Et ça marque, évidemment. Est-ce que tu as eu le temps de faire des petits boulots avant de faire de la musique? J'ai fait des petits boulots, si on peut dire, mais on va dire des petits concerts, quoi, parce que j'ai commencé en fait j'ai commencé la guitare vers 13-14 ans, et à 15 ans, je faisais déjà des petits concerts. Et on va dire qu'à 17 ans, j'ai réussi à vivre de la musique, quoi. Alors, en faisant des groupes de blues. Mon père m'a pris en tant que guitariste quand j'avais peut-être 18-19 ans, et là, j'ai fait peut-être 3 ans de tournée avec lui. T'étais ce qu'on appelle un requin de studio? Un petit peu. Requin de studio, c'est-à-dire c'est en gros des guitaristes, enfin c'est des musiciens fiables qu'on appelle quand on doit jouer un truc et qu'on veut que ce soit bien fait, quoi. Mais c'était joli parce que quand j'avais, je sais pas, 18-19, mon père m'a demandé de venir enregistrer sur son disque. Mais c'était... et donc, il jouait avec des requins de studio, vraiment, qui sont des gars d'une quarantaine d'années à l'époque qui jouaient avec la terre entière. Oui. Et tout d'un coup, mon père va aller voir en lui disant « Bah non, en fait, je vais pas prendre ce guitariste-là, je vais prendre mon fils. Oui. » Là, il regardait, tu sais, genre du style « Oh non, pas ça. » Le cliché, quoi. Et alors là, je me suis fait bisuter très sérieusement par ces gars plutôt très bons, mais les professionnels de leur profession. Et c'était génial parce que justement, ils m'ont vraiment un peu traumatisé, quoi, du style « Ah mais là, c'est quoi ce son de guitare, c'est quoi cet ampli? Non mais tu vas pas jouer comme ça. » Enfin bref. Et en plus, moi, j'étais un peu timide, donc ça donnait quelque chose d'assez touchant. Et à la fois, ce qui était rigolo, c'est que d'une part, j'étais pas du tout prétentieux, plutôt à m'excuser, machin, et à la fois, j'essayais quand même de bosser. Donc, ils voyaient que j'assurais à peu près. Et c'était très joli parce qu'il y a eu vraiment un revirement de situation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé vraiment pas cool, on peut vraiment le dire. Et après, j'étais devenu un peu la mascotte parce que, voilà. Parce que tu avais gagné leur respect. Ouais, leur respect par la musique et par la gentillesse aussi. Oui. Est-ce que tu te souviens du premier moment où on t'a reconnu dans la rue? Où on a commencé à te reconnaître dans la rue? Peut-être que ce qui m'a marqué le plus, c'est la première fois que je me suis entendu à la radio. Ouais. Mais après, dans la rue,
Après, tu sais, il y a cette chose aussi, c'est que quand t'es très nature, il n'y a pas de... C'est un peu anodin quand on... Tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui est un peu inaccessible, un peu mystérieux ou un peu distant. Ça crée une tension qui peut être assez romanesque, mais à la fois, c'est pas... Donc, il y a un événement, quoi. Mais quand t'es hyper nature et que les choses sont pas compliquées, c'est pas très... Tu vois, au pire, c'est juste... On parle et puis on se dit bonjour. Enfin, donc, je suis toujours resté jusqu'à aujourd'hui très étonné qu'on m'arrête dans la rue. Je sais pas comment dire, c'est pas un acquis pour moi, et surtout mais surtout c'est à échelle humaine, quoi. J'inspire pas l'hystérie. Ou alors oui, à un moment il y a eu des moments, tu sais, plus jeunes, des jeunes filles peut-être un peu perturbées, qui sont là, qui campent devant chez toi pendant un certain temps, qui sont très tremblantes, en pleurs devant toi. Tu sais, des moments comme ça où c'est très intense, quoi. Et ça, c'est vrai que je suis pas fait pour ça, quoi. Enfin, ça, c'est pas très... Mais c'est qu'il y a que je crois qu'il y a vraiment que les musiciens qui déclenchent ce genre de passion fébrile où les gens ils font machin, c'est pas genre tiens, oh là là, je sais pas, j'imagine pas un pâtissier même très connu sur Instagram avoir ce genre de succès, ou même un humoriste, tu vois, c'est vraiment... Ah oui, vraiment. Ouais. Non, je pense qu'il y a vraiment un truc de... Oui. Bah oui, l'effet Beatles, quoi, les gens qui tombent dans les pommes, etc. Et, bon, si tu vas voir Paul Mirabel, tu peux rire fort, mais tu vas pas faire genre Paul Mirabel. Tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, peut-être, je suis pas posé cette question frontalement. Alors normalement, il y a un moment qui s'appelle intermède pas small talk, où on parle normalement un peu plus de ce que tu fais dans la vie, mais on en a quand même beaucoup parlé. Ça, on l'a déjà fait, je crois. Dans la vie, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que les règles ne sont pas faites pour être dynamitées ? Je crois que je te dis, je suis pas très... Non, mais continue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. T'as dit dans des interviews que tu trouvais que Jimi Hendrix était le meilleur guitariste du monde. Pourquoi ? Est-ce que tu peux être très précis dans pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a déjà quelque chose, c'est il joue pas de la guitare, il est guitare, c'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas mental, c'est pas conscient. Comment dire ? Il y a un truc de survie, il y a un enjeu qui est beaucoup plus que faire de la guitare. C'est un enjeu vital, tu sais, et à la fois on le sent dans son jeu, c'est-à-dire que c'est quelque chose de, c'est pas appliqué. D'ailleurs, j'ai une anecdote géniale. C'est un peu inavouable, mais je le dis pas du tout pour me mettre en valeur, parce que je trouve ça dingue. J'ai eu la chance de travailler avec Johnny Hallyday et tout ça, et il adorait comment je jouais de la guitare. Mais évidemment, je lui posais plein de questions, parce qu'il a quand même eu Jimmy Page à la guitare, Jimi Hendrix et d'autres. Et notamment Jimi Hendrix, il faisait ses premières parties à l'Olympia pendant une série de concerts, et qui venait dormir chez lui le soir. Donc je lui demandais un peu comment ça se passait. Et il me disait que réellement, il dormait avec sa Stratocaster dans le lit, tu sais, et il lui disait, mais avec je sais pas imiter Johnny, mais il lui disait, mais Jimmy, pourquoi tu dors avec ta guitare ? T'as pas ramené une copine ou je sais pas quoi ? Il disait, non, moi, ma guitare c'est précieux, et puis je veux qu'elle reste toujours très chaude et tout ça. Et un jour, je joue de la gratte, tu vois, et franchement, sincèrement, je suis très très loin de l'inspiration de Jimmy, tu vois, et il me disait, tu joues mieux que Jimmy. Alors, je dis, ah ouais, non, Johnny, là, non, il était brouillon, Johnny. Il le trouvait brouillon, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'adore chez Jimi Hendrix, c'est qu'en fait, c'est au-delà de c'est pas appliqué, quoi. Mais donc, ça donne une authenticité à son jeu. Et bon, sans parler de sa virtuosité, mais qu'il a naturellement, c'est-à-dire que c'est pas ostentatoire, je sais pas comment dire. Et puis après, il y a cette chose qui a été, je pense, l'héritage des Prince et d'autres, c'est qu'en fait, il s'arrête pas à la guitare, c'est-à-dire il était sûrement assez coquet, mais il avait un sens il avait un onirisme, tu vois, il avait un sens du look, et il avait toute une apparence autour de ça, et tout un côté théâtralisation qui m'a pas fasciné, tu vois. C'est pas rien de brûler sa guitare, de jouer avec les dents, donc qu'il soit toujours chaude, donc du coup c'est cohérent, en fait. Il avait le feu en lui, ça c'est clair. Et à la fois avec ce sens du look et tout, donc en fait voilà, c'est un artiste total, sans parler de sa voix qui n'assumait pas du tout, mais qui était quand même extrêmement sensuelle et tout ça. Et je pense que voilà, tout ça m'a fait rêver au plus haut point. Et même si, tu vois, là je te parle de Mark Knopfler, j'ai vu Eric Clapton il y a encore pas très longtemps sur scène, qu'on appelait la slow hand, tu sais, parce qu'il joue
très lentement. Oui. Je pourrais Prince, pour moi, qui est un des très très grands guitaristes aussi qu'on est, mais voilà, je dirais que Jimi Hendrix a ce qu'avait Prince, c'est-à-dire une aura. Il me fait beaucoup plus rêver que quand je vois Mark Knopfler ou Eric Clapton, tu vois. J'ai pas Ils sont des petits gars discrets. C'est ça. Ouais. Et je pense que quand même la guitare et le côté guitare héros, c'est un tout. C'est pas que savoir jouer, c'est savoir aussi théâtraliser. Et c'est pour toutes ces raisons-là. Et je dirais que sinon, pour finir là-dessus, si on parle de guitare, et on en parlait avec Thomas Dutronc, qui est lui un spécialiste de Django. Et je crois que si je veux être très honnête, je crois que le plus grand des grands, c'est quand même Django Reinhardt. Parce que il a aussi un charisme à sa façon. C'est un peu le Georges Brassens de la guitare, mais dans le sens où c'est très intemporel. On mixe évidemment le jazz, la musique manouche et tout, mais il y a quelque chose, c'est révolutionnaire quoi, et c'est totalement intemporel. Oui. Et il faut savoir qu'en plus il avait ce truc, il y avait ses deux doigts fondus, tu sais, après un brûlé dans sa roulotte, et donc il jouait avec beaucoup moins de doigts. Oui. Enfin bref, donc voilà, je mets quand même Django très très proche. T'avais pas du mal à t'identifier à Jimi Hendrix parce qu'il était gaucher? Il y a un peu ce truc que quand je le vois jouer de la guitare, tu essaies de te mettre dans la même position et c'est tellement impossible de jouer de la guitare pas avec ta main forte. Enfin, peut-être que toi t'es capable, tu sais. Non, surtout pas. Je suis très très droitier, moi. Oui. Je suis vraiment une des personnes les plus droitières. Et c'est vrai en plus, je te jure. Et donc ça serait complètement impossible pour moi. Mais alors ça, je donne pas beaucoup d'importance à ça. Tu fais partie du collectif La Momalie, qui vient de sortir un album qui s'appelle Totem. Est-ce que tu peux nous dire des choses dessus? C'est un peu mon amour pour cette musique-là et pour le blues quelque part, tu vois, parce que la musique malienne n'est pas forcément que blues, mais c'est la même racine. Et quand j'ai rencontré Toumani Diabaté, donc il y a 20 ans, ça a été une rencontre inouïe, quoi. Et c'est parti d'ailleurs d'Amadou et Mariam qui m'ont amené au Mali en 2005, je crois, et pour un festival. Et voilà, et j'ai découvert la culture malienne, la musique malienne, les instruments maliens comme la kora, qui est une harpe, si on peut dire, avec une calebasse, 21 cordes, un instrument enivrant qui quand même se transmet de père en fils chez les griots depuis le XIVe siècle. Donc c'est quand même fascinant d'avoir des instruments qui traversent le temps. Évidemment le djembé qu'on connaît plus facilement, et le ngoni, il y a plein d'instruments sublimes. Donc et les sonorités, la musique, le rythme, le sens pareil, cette grâce, ce sens du corps, ce rapport au corps, à la terre, enfin je sais pas comment dire. C'est transcendant quand t'es musicien. Et donc voilà, ça a été un coup de cœur. J'ai rencontré Toumani Diabaté qui m'a demandé de faire ce projet La Momalie à 8 ans. On a fait cette première expérience qui m'a enchanté, qui m'a nourri beaucoup. Il m'a redemandé de faire un deuxième volet de ce projet. On l'a fait. Il nous a quittés entre-temps l'été dernier. Donc ça devient un peu aussi un hommage. C'est pour ça que ce totem est en fait une façon de le célébrer et de le mettre au cœur de la scène. On va avoir un totem comme ça sur scène. Ça sera une façon d'avoir Toumani avec nous et de vibrer quoi sur cette musique exceptionnelle. Donc ça célèbre la vie, c'est très très joyeux et à la fois il y a une mélancolie. On n'oublie pas ceux qui sont partis aussi. Amadou et Mariam qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Enfin c'est complètement délirant. Mais donc on va aller fêter tous ces gens-là. Et c'est vrai que voilà, je ne vis que pour ça, moi, pour vivre des moments d'intensité musicale et c'est enfin je veux dire, c'est une bénédiction de tu vois, dans le monde dans lequel on est, de faire de la musique déjà et avec des musiciens de ce niveau-là quoi. Alors, il y a la dernière partie de Small Talk, c'est toujours un moment qui s'appelle En vrac, et c'est l'idée que jusqu'à présent on a été un petit peu chronologique dans la façon dont les questions ont été posées, et maintenant ça va cesser de l'être. Qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Ils disent papa Écoute, là, pour être dans le vif du sujet avec les petits, je dirais qu'ils disent papa, il est rigolo, quoi. C'est-à-dire je me mets bien en phase avec eux. J'arrive, tu vois, quand je suis vraiment là, je crois, et je joue avec eux d'une façon très, très sincère, quoi, dans le sens où je suis vraiment avec eux. Et donc voilà, on dirait, il est drôle, papa. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce que c'est vrai que l'autorité, par contre, c'est pas trop mon truc encore. Ils mettent pas en avant des défauts. Papa, il fait comme ça. Je sais pas, mais des fois c'est des défauts sympas. C'est genre dis-moi quand il aime bien les éclairs au chocolat. Comme ça. Alors ils sont très provocants. Enfin mon fils est assez provocateur, donc il dit t'es nul papa. Des trucs comme ça, tu vois.
Mais parce que je sens surtout que lui qui est nul. Enfin, je soupçonne quand même qu'elle agit là. en fait, je pense que tu sais, c'est qu'il teste des mots comme ça. Il voit qu'il y a des mots qui font beaucoup d'effets. Je vois tout à fait. Et le t'es nul, il voit que ça fait Ouais. un truc. Non, il faut pas dire ça, moi. Est-ce que t'es fort en sport? Bah écoute, alors pas un sport très ludique, mais par contre, depuis, j'ai compris que le sport faisait beaucoup de bien à la tête Oui. et à l'âme et à l'esprit. Donc, ça fait maintenant 16-17 ans que je fais du sport 3-4 fois par semaine. Et tu fais quoi comme ça? Alors, je cours. Je Ouais. cours et je fais, tu vois, tout ce qui va avec, c'est-à-dire des exercices un peu musculaires, beaucoup d'étirements, évidemment. Et ça fait partie de ma vie. Et ça a changé beaucoup de choses. Et donc, quand je pars en tournée, maintenant, je l'associe totalement au sport, quoi. Je vais dans des endroits verts, je connais un peu tous les parcs et les forêts de France, quoi. Oui, tu sors de l'hôtel et tu vas Ouais, faire ton parcours. C'est ça. Et c'est quoi la plus grande distance que tu as parcourue? Écoute, j'ai jamais fait le marathon parce que j'ai pas été dans ce truc-là, mais j'ai dû faire 40 km quand même. Et t'as pas des problèmes de douleur au genou? Que j'ai moi-même, c'est pour Oui, ça que je te ouais, pose je la comprends question. très bien, C'est genre je le truc de l'essuie-glace là et tu Ouais. peux plus rien faire en fait. Bah oui. Écoute, alors le truc qui me sauve, c'est que j'étais pas sportif jusqu'à plus de 30 ans. Oui. Et donc j'ai économisé à ces âges-là. Oui. Ce qui fait que j'ai encore... Non, ça va. Ça va. Aucun problème. Enfin, aucun problème, non. Mais faut gérer les douleurs, tu vois. Mais j'ai un ami aussi avec qui je fais du sport qui m'a appris bizarrement à au lieu d'être timoré quand t'as un peu mal, plutôt aller chercher la douleur et Oui. aller la travailler. Oui. Tu sais, dans le gainage, les machins. Et en fait, c'est comme ça que je me soigne. Est-ce que si tu devais choisir ton nom de scène aujourd'hui, tu choisirais aussi M? Ça fait partie peut-être de mes fiertés aussi, cette lettre, parce que c'était quand même un petit hasard, tu vois. C'est venu d'un gars avec qui je faisais un groupe et qu'on avait appelé M à l'époque et c'est resté dans une cave, on n'a jamais été plus loin. Et quand j'ai commencé à faire mes chansons, je sentais qu'il fallait un pseudo. Et je me suis rappelé je venais de faire ce groupe qu'on venait d'arrêter et j'ai appelé Manu, je lui ai dit est-ce que ça t'embêterait que je garde ce terme-là, parce que M, ça m'irait très bien, c'est l'initiale de mon prénom. Et donc c'est parti de là, d'un truc un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur de lutter parce que tu vois, une lettre coiffable, une lettre magique comme ça, ça n'existe pas, tu vois. J'ai fait le tour de l'alphabet et se coiffer avec un A, c'est pas évident, un B, enfin bon, on peut y aller. Et donc voilà, donc c'est une lettre un peu bénie pour moi. En plus, c'est la 13e lettre de l'alphabet, le 13 est mon chiffre préféré. Enfin, il y a plein de choses qui sont... Il y a ce que je me disais avec ce nom aujourd'hui, c'est que maintenant il faut choisir des noms qui soient très googlables. Ah oui, ça c'est galère. C'est pas très googlable. Non, c'est vrai. En fait. Ah non, ça par contre, c'est une galère, effectivement. Ouais. Que j'ai même d'ailleurs, en fait, j'ai voulu aller voir ton profil sur Instagram, j'ai tapé M d'abord, je dis, ah non, impossible. non, en fait, c'est vrai. Il y a rien, quoi. Ouais, mais t'as eu du succès avant Internet, donc c'est pas si grave. Mais... Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui doivent pas me trouver comme ça, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Oula, attends. Je me suis un peu soigné avec le temps, c'est-à-dire que j'étais vraiment complexé, quoi, tu vois. Alors plutôt par mon corps que mon visage, je dirais, mais en tout cas j'étais... À l'époque où on t'appelait gras double. Exactement. Et c'est vrai que c'était pas... Non, j'étais pas très à l'aise avec tout ça, tu vois. Donc j'ai un peu lâché prise dans le sens où je me suis dit, c'est pas ça mon atout. Enfin, je sais pas, j'avais pas vraiment confiance en mon physique. Et avec le temps, c'est pas que je dirais que je me suis accepté, puis et la musique m'a vachement aidé parce que c'est vrai que c'est quand t'es musicien, tu vois, t'es dans une autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi, c'est que t'es dans une autre case, quoi, c'est au-delà du physique, j'ai presque envie de dire une question de vibration, d'onde. Oui. Et c'est comme si on était ailleurs, quoi. Donc je me suis un peu détendu avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, de se regarder. Tu sais, je crois qu'il n'y a pas pire quand tu fais quand tu dois travailler sur un clip. C'est encore un clip, mais un concert, enfin, quand tu te regardes tout simplement, et que tu t'écoutes d'ailleurs, c'est jamais très simple. C'est jamais vraiment une partie de plaisir, quoi. Donc je peux pas, je suis pas dans un kiff total, mais je m'accepte. Et tu utilises des crèmes de jour, des soins? Oui, je suis un peu là-dedans, ouais. Ouais. Ah, ça me bien. T'as une peau exceptionnelle, vraiment. Je me suis dit ça immédiatement. On a 10 ans de différence et t'as une peau de 10 ans de mieux que moi, je trouve. Je sais pas. Je regrette pas d'être venu, en tout cas. T'as dit un jour que t'étais
assez féminin au niveau du torse. C'est vrai que j'ai pu dire ça, c'est fou. Ouais, Qu'est-ce non, c'est que vrai. tu voulais dire par là? Ah non, c'est très clair. En fait, j'ai, comme dirait mon frère, des loutres. Non, mais ça c'est pour rigoler. Mais non, en fait, non, mais on va dire que j'ai mes abs. Alors avec le temps, j'ai un peu fait du sport, donc ça c'est plutôt gainé. Oui. Mais tu vois, T'es mieux gaulé qu'il y a une petite quinzaine d'années. je pense. Ouais. Mais Donc, pardon, je t'ai interrompu. non, je t'en prie. Mais non, mais tu vois, quand je suis torse nu, ouais, j'ai un peu des seins, quoi. C'est assez fou, hein. Mais Et tu préférerais ne pas avoir de ça ou t'es content d'avoir des seins? non, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. que c'était pas forcément une grande nouvelle, mais avec Oui. le temps, tu te dis, bah, si je suis fait comme ça, en fait, tu sais, c'est intéressant, c'est comme un peu ma voix, tu vois, parce qu'il faut savoir quand même que on se foutait bien de ma gueule, hein, avec ma voix. Alors je me rappellerai toute ma vie quand j'ai dit à mes potes musiciens que j'allais chanter, il y a eu un vrai silence, ils me regardaient, ils disaient, mais t'es un fou furieux, quoi, avec ta voix. En plus, je chantais, je me considère pas très bon chanteur non plus, parce que avec le temps, tu sais, je suis vraiment un guitariste qui chante et non pas un chanteur qui joue des guitares, donc c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment accepté à 100% bizarrement. Mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que cette petite voix mal placée, tu sais, j'avais été voir un jour Jodorowsky, ce Oui. grand réalisateur, mais qui est aussi un peu qui fait de la psychomagie, des choses, Ouais. des thérapies. J'avais vécu un truc incroyable. Et un jour, c'était assez génial parce qu'il me fait tout un truc thérapeutique et puis il me dit, si tu me permets, et là il me tient les couilles, il me fait, maintenant tu vas crier comme un homme. Et là et là c'était tellement impressionnant et j'ai fait un espèce de petit son aigu, Hi comme ça, enfin c'était une catastrophe. Donc j'ai pas vraiment réussi à faire Oui. ce que... C'est Et- pas ça qu'il voulait dire par crier comme un homme, en fait. Peut-être. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'au final, il m'a dit, ouais, tu sais, t'as figé ta voix dans l'enfance et t'as jamais voulu sortir de ça, quoi. Avec ce geste. Tu vois, ce que Ouais. j'avais l'image d'avant. Ouais, ouais. Mais D'accord, donc voilà. ouais. Donc et non, tout ça pour dire, parce que c'est vrai que là, j'ai un peu dérapé. Tout ça pour dire que je pense profondément ce truc un peu lambda, mais que les défauts sont vraiment intéressants, quoi, qu'il faut les cultiver. Donc voilà. Il y a un moment où tu aurais voulu avoir une autre voix que celle que tu as? Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une volonté d'avoir cette voix-là. Ouais. Mais très vite, j'ai compris que ça faisait une voix singulière, tu vois. Donc ça. T'as jamais essayé de la contrefaire en essayant Ah de si, faire, ouais. si, j'ai pris des cours à un moment en me disant il faut quand même que je chante grave et tout ça. Et en fait, ça ne m'allait pas très bien parce que ça rentrait dans un truc un peu plus mécanique, de Ouais. me dire alors attends, il faut que je souffle, que je pense au machin. Et puis ça. Et je sortais de mon naturel, quoi. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, j'aime bien la perfection enfin tu vois, j'essaie de cultiver ça, surtout aujourd'hui, tu sais, avec les outils qu'on a où on peut tout perfectionner, c'est assez délirant. Ouais. On le voit bien, hein, sans parler d'autotune, mais même tu vois les mélodignes et les trucs, tu vois, tu peux faire chanter n'importe qui très très bien, Ouais. enfin très juste en tout cas. Et c'est dur d'ailleurs de pas céder à cette tentation. Tu sais, quand Ouais. t'as un truc un peu qui est joli mais qui est un peu faux, Ouais. comment faire pour ne pas te dire ah je peux Ouais. remonter la note un peu. Donc c'est vrai que je pense qu'on arrive à une ère où la musique la plus vivante, la plus imparfaite va devenir essentielle, quoi. Je pense que Ouais. c'est ça qui peut nous ramener une certaine humanité avec tout ce monde artificiel. Traditionnellement, disons, le rock, qui est un peu, d'une certaine mesure, là où tu viens, c'est une musique où le style, c'est on est des vêtements serrés, un peu. Et maintenant, c'est plus du tout à la Oui, mode, oui, les oh vêtements là là. serrés. Maintenant, il faut avoir des vêtements 4 fois au-dessus de sa taille. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ce switch, en fait, où ça a cessé d'être cool de s'habiller avec des vêtements serrés? Ouais, bah, le jour où ma fille m'a dit mais t'arrêtes de mettre des trucs de daron là, c'est insupportable. Non mais t'es ridicule avec des... Avec tes slim, en fait. Ouais, t'es slim. Et c'est vrai que j'ai essayé de passer le cap, mais c'est pas simple. Parce que c'est vrai que d'un coup, ça te fait une silhouette quand même plus empâtée, Mais tu ouais. vois. D'un côté, en fait, c'est marrant parce que quand je le vois sur les autres, je me dis, ah, ils ont raison, c'est vachement mieux. Tu vois. Ouais. Mais et sur moi, ça c'est moins bien. Enfin, ça dépend des trucs. Mais enfin bref, Oui. c'est une vraie réflexion en tout cas. C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu penses des gens qui tiennent mal leur Mediator? Je les respecte beaucoup. C'est vrai? Ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne façon Il y a de tenir pas un de médiator. bonne ou de Non. mauvaise façon de Non. tenir son Mediator. Parce que c'est un problème que j'ai eu. Moi, je tiens mon Mediator
comme ça? Alors ça, tu vois, là, je me pose jamais cette question, tu vois rien. Enfin, on me dit en fait, tu te rends pas compte que ça t'handicape parce que t'as pas passé un certain niveau. Il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas faire en tenant ton médiateur comme ça. Toi, tu le tiens comme Je ça? sais même pas, vite. Tu vois, comme toi. Non, ça, Non, c'est une non, question que je me pose tiens pas bien. du tout, cette question. Ouais. Il faudrait que j'essaie avec une guitare, si je te ferai après. Ouais. Pour voir si tu me Mais je sais pas du tout. Ouais. Non, Je me poserais jamais, je pourrais dire à quelqu'un, tu tiens mal ton médiateur. Ouais. Je sais pas ce que c'est tenir bien son médiateur. Alors que moi, il y a des profs qui m'ont fait genre, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? C'est machin, voilà. Est-ce que tu laisses des vocaux aux gens sur WhatsApp? Oui. Ouais. Beaucoup. En fait, celui qui m'a fait ça la première fois, c'est Ibrahim Malouf qui fait tous les métiers du monde. Tu sais, il est autant producteur, manager, il est impressionnant. Et donc, c'est le premier qui, de façon très speed, me dit alors Mathieu, super, on va se. Tu vois, et je me suis dit, c'est quand même pas mal parce que putain, on gagne un temps fou là. Puisque je suis un homme pressé aussi. Ouais. En fait, ça fait gagner du temps à celui qui envoie le message et ça en fait perdre à celui qui le reçoit. Ah. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens font des vocaux, c'est qu'ils réfléchissent pas à leurs phrases, ils ont toutes les hésitations. Ça, donc attends, ça. ce que je vais te dire, c'est attends. C'est vrai. Attends. Oui, c'est vrai. Attends, voilà. Donc en fait, pas premièrement. Deuxièmement, alors que si t'écris un texto, bon bah tu vas le faire. Et d'ailleurs, clairement. t'as souvent à la fin de ces messages. Bon, désolé, hein, ça a pris beaucoup. Mais c'est vrai ça a pris 3 minutes 30. Ouais. Il y a moi j'envoie beaucoup de vocaux et j'ai découvert là que tu pouvais vraiment dicter tes textos et que ça marche assez bien. Okay. Et donc maintenant je suis passé au dictage de textos. C'est mieux, tu penses? Ça prend un peu plus de temps que faire un vocal, mais je pense que ça rééquilibre un petit peu le temps que ça te fait gagner, le temps que ça ne fait pas perdre à l'autre, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu es excité par les objets technologiques? Pas autant que mon père qui est un geek absolu, qui a toujours la machine avant tout le monde. Mais c'est vrai que c'est. Alors ça dépend. Non, bah écoute, à part non, les téléphones portables et tout ça, j'ai un abonnement qui fait qu'on me donne souvent la nouvelle version. Donc je cède un peu à cette espèce de truc de surenchère là, mais c'est. Et dans je sais pas, les guitares connectées, les amplis de machin, les nouveaux logiciels. Non, oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours très excitant de voir un outil. Alors peut-être tout d'un coup des choses très très révolutionnaires. Tu sais, il y a le Rolly, ce synthé. Tu le connais ce synthé? Ah, où tu peux faire des bends sur toutes les notes? Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout est mou, tu sais, les notes sont molles et donc si tu glisses, ça glisse les sons. Ça, c'est assez étonnant. Ça, c'est des technologies un peu récentes. C'est comme un piano fretless. C'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est assez marrant. Tu vois, on va dire les petites révolutions d'instruments comme ça. Ouais. J'ai un moment tripé sur une guitare, je sais plus si c'était japonais ou chinois, je sais plus. Une guitare électronique avec comme un iPad guitare, mais c'était déjà il y a 10 ans. Et donc, sur l'iPad, en fait, tu pouvais tirer les notes, les faire vibrer, les machins. On peut voir ça sur un morceau qui s'appelle Machine sur YouTube. Et je fais un solo de guitare avec ce truc-là. Et c'est assez génial parce que tu mettais ça dans un ampli. Tu avais quand même un bon son de guitare et à la fois, c'est complètement numérique. Mais tu peux vraiment bender et tout ça, faire des trucs. Voilà. Donc, j'aime bien les outils un peu créatifs, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec Mathieu Demy? Écoute, alors, c'est surtout un ami à moi. Et alors c'est drôle que tu dis ça parce qu'il m'avait proposé de faire un film tous les deux où en fait on échangeait nos vies et où j'étais acteur et lui musicien et avec tout un délire. Et alors on a fait même un espèce de petit comment on appelle ça, tu sais, quand le film n'est pas encore fait, mais on fait un petit storyboard. Non. On a tourné pendant quelques jours pour faire une sorte de maquette du film, quoi. Je sais pas comment dire, une première étape. Mais alors, j'ai trouvé ça assez marrant. Il est tellement drôle, j'adore ce mec. Mais à la fois, j'ai jamais osé. En fait, j'ai un petit truc un peu timoré avec le cinéma. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait des petits clins d'œil dans certains films, mais je crois que j'ai la terreur du mauvais acteur. Tu sais, comme c'est vraiment la terreur du musicien aussi, de la note fausse, quoi. Ouais. Et je suis pas sûr d'être très bon. Et donc, j'ai jamais osé y aller. Donc, à part faire des petits clins d'œil, j'y vais pas vraiment. Mais donc, il y a une conscience entre vous deux que vous vous ressemblez un petit peu physiquement, quand même. Oui, mais alors ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a quelques années, on m'a pris pendant 6 mois de façon très récurrente pour Amir. Ah oui. Ouais. Et ça a commencé en Corse. Je revenais de Corse, tu vois. Oui. Alors je suis pas bon en accent, c'est dommage, ça aurait été drôle, mais un Corse bien Corse m'a dit bravo pour ce que tu fais. Alors je dis ça fait vraiment plaisir.
Et puis l'Eurovision, là, c'était exceptionnel. Ah non, ça, je crois pas que j'ai fait l'Eurovision. Enfin, Je m'en souviens. ouais. Et il fait, non, mais si. Et bon, bref, ça dure un petit moment comme ça. Et je sais pas de qui me parle, tu vois. Et puis, mais je crois que tu parles de quelqu'un d'autre. Il fait, oui, bah, t'es Amir, quoi. Et là, c'est à l'époque où je connaissais pas encore vraiment Amir. Et je dis, bah, non, écoute. Et il fait, bah, alors, surfe sur la vague, hein, parce que tu lui ressembles beaucoup. Et alors, c'est génial parce que quelques temps plus tard, je le rencontre et il est charmant. Et on a fait une photo de nous, tous les deux et c'est pas flagrant la ressemblance, mais quand même, il y avait un petit moment avec, je sais pas, j'avais une coupe de cheveux, un truc. Oui. Non, mais là où c'était dingue, c'est que c'est pas arrivé. C'est vraiment arrivé. Et là, j'ai vraiment flippé, je te jure. Parce que c'est arrivé, je pense, une quinzaine de fois en l'espace de 4 mois. Une fois, je suis avec ma fille, on est là, et une fille qui s'arrête, surexcitée, qui fait merci pour ta musique, et tu sais. Je t'aime, Amir et tout. Et là, ma fille, elle m'a regardé. Enfin, c'était dément. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je pense que ça devait être le moment de l'Eurovision, tu vois. Oui. Enfin, voilà. C'est-à-dire, je suis connu aussi. Hein, voilà. Non, parce qu'en même temps, ça j'aime bien, mais. Oui, mais c'est vraiment quand ils te prennent pour un inconnu en fait qui il se trouve ressembler à Amir. Quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Chronologiquement, c'est plutôt lui qui te ressemble. C'est ça qu'on a envie de dire. Est-ce que tu as déjà reçu des nudes non sollicités? Genre sur les. Généralement ou alors par la poste avant, mais c'était moins courant en fait. Oui, Oui, c'est ça, sur les mails, quoi. Sur les ou les Non, mais- ou le Instagram. Non, alors je suis trop. Tu sais, il y a un petit truc d'homme pressé. Enfin, même pas d'homme pressé, mais je sais pas si j'ai une vie vraiment dense, tu sais, entre les enfants qui viennent d'arriver, ma vie artistique et tout, qui fait que même mes mails perso, je les regarde. Oui. Je les regarde, mais je suis un peu dépassé par tout ça. Ouais, Non, ouais. donc Pas ça, de- je calcule pas ça. Donc peut-être qu'il y en a. Ah, il y en a, c'est simplement ils sûr. n'ont pas été ouverts. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un aliment que tu méprises et que s'il disparaissait de la surface de la Terre, tu serais content? C'est peut-être un peu beaucoup la haine. Écoute, on en a parlé avec Kian Kojandi, mais j'aime pas le piment. Ok. C'est emmerdant pour son émission. C'est ça. Oui. Mais voilà, mais peut-être qu'il faut que j'y passe, peut-être un jour, je sais pas. Ouais, ouais. Enfin, Enfin, c'est vrai que c'est pas parce que pour moi le piment c'est pas un goût, c'est juste une sensation C'est ça, forte c'est en ça. fait et c'est pas c'est. Voilà. Donc Non, en fait j'aime bien manger mais j'aime bien un petit peu de douleur en même temps donc voilà je veux mettre un petit peu de douleur sur ma pizza quoi. c'est un peu ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu es jaloux en amour? Je crois que j'ai pu l'être un peu, pas de façon maladive, mais quand même un peu jaloux parce que c'est. Mais aujourd'hui, je le suis pas parce que quand tu aimes vraiment, il y a la jalousie n'est plus là. Quelle a été ta plus grande douleur physique? Oui, je crois que c'est quand j'ai eu un zona ophtalmique. Ouais. J'étais assez jeune, c'était les prémices de M. Ça devait être j'avais pas encore fait mon premier album. Oui. Et un jour, je pars me reposer à Noirmoutier et dans le train, j'ai une douleur au front, tu sais, comme ça. Et tu dis un mal de tête, quoi. Et en fait, ça a été une douleur crescendo sur des semaines, Ouais. mais qui monte comme un truc inexploré. Et donc après, tu deviens Elephant Man, c'est-à-dire que tu as toute la moitié du corps et surtout du visage qui se déforme par la douleur. C'est très symétrique comme douleur. Et là, j'avais la moitié du visage gonflé, et l'œil se fermait comme ça. Et là, on arrive dans un truc où t'es complètement à fleur de peau. Et c'est les nerfs t'es sur les nerfs, quoi. Et donc, le moindre courant d'air, c'est une décharge électrique très puissante. Le moindre changement de lumière, c'est un délire. Et je suis resté enfermé dans une pièce dans le noir pendant des semaines, jusqu'au moment où il y a une rebouteuse un Noirmoutier qui m'a sauvé. Parce que je prenais un médicament qui s'appelle le Zovirax, mais je crois que j'avais pas la bonne posologie, donc c'était pas génial, ça marchait pas trop. Et voilà, et j'ai été sauvé par cette femme qui m'a posé ses mains et elle m'a d'ailleurs fait effacer. J'avais des croûtes, des machins, c'était très étonnant. Et au final, elle m'a sauvé, j'ai appris que j'aurais pu perdre l'œil vraiment. C'était vraiment très très étonnant. Voilà, je crois que ça a été la plus grande douleur de ma vie. Et donc j'allais te demander quel était ton médicament préféré. Donc ce n'est pas le Zovirax. Non, depuis je prends de l'ésoméprazole, Oui. qui pour les acidités.
Non, et en plus, c'est pas vrai, parce que j'en ai pris un moment, j'ai arrêté, et je prends du Carbonalgue, qui est une version naturelle, qui est vachement bien. Que je conseille. Bonbon valise. Ouais. Carbonalgue. Non, ça, je le conseille à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu regrettes quelque chose de l'époque d'avant Internet? Pas tant que ça, puisqu'en fait, tu continues. Si, quand même, si. Si, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu, je suis un peu nostalgique de cette période où tu avais plus de temps. Parce que tu sais, tu avais plus d'ennuis, tu ouvrais un livre plus facilement, je sais pas, tout était plus espacé. Et c'est vrai que je suis très nostalgique de cette époque-là qui me paraissait plus saine, quoi. Je trouve qu'on est quand même bien dans le merdier avec ces téléphones. Alors à la fois c'est des outils fabuleux, mais ouais, je commence à me poser plein de questions. Je suis pas très pertinent là-dessus, mais je trouve que c'est un vrai sujet. Quelle est ta position sur la vengeance? C'est pas dans mon vocabulaire, Oui. et encore moins dans mon esprit, quoi. La vengeance, je pense pas être là-dedans. Oui. Je crois pas avoir été une seule fois motivé par ce. T'as jamais eu de désir de vengeance et t'as jamais mis en œuvre Non, je crois que j'aime beaucoup aimer mes ennemis. Tu vois, parce que je trouve que c'est très grisant, d'une certaine manière, parce qu'ils peuvent m'attendrir aussi. Et d'une certaine manière, je trouve que ça a plus de vertu, parce que de toute façon, toute expérience te nourrit et te fait grandir. Donc, j'ai pas de colère vraiment face à ça. Peut-être que parce que c'est d'une certaine manière que j'ai pas eu un ennemi si virulent aussi. Hein. Je pense, en tout cas, dans mes expériences de vie, rien ne m'a amené à une vengeance. Peut-être que si demain on faisait quelque chose de très grave, tu vois, à mes proches ou je sais pas quoi, ça serait différent. Mais en tout cas, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu as un savoir-faire étonnant mais qui ne sert à rien? Écoute, alors, je fais la pyramide avec mon nez, par exemple. Non, mais ça se voit. Je sais pas si c'est très subtil. Regarde, je fais des trucs comme ça. Ah, si. Si, c'est subtil, mais elle est là. Ouais. Et c'est mes origines égyptiennes, effectivement. Ouais. C'est... Ça te met mal à l'aise ou pas? Non. Effectivement, il y a eu un changement inframince, mais on est passé du nez à la structure. Je te le refais rien. Ouais. Ah, mais pyramide. Ça, j'ai jamais fait ça. Est-ce que tu as peur en avion? Non. Bravo. Mec insupportable, tu sais. Non, mais j'aimerais bien. Non, c'est-à-dire que je suis peur. Voilà, je dirais que... C'est ça, pas de peur irrationnelle. C'est ça. Non, mais je suis très ennuyeux. Est-ce qu'il y a encore des gens devant lesquels tu trembles? Oui. Par exemple, j'ai eu aussi cette chance inouïe de rencontrer Paul McCartney. Et alors, c'est ça qui est dingue, c'est que le mec est tellement simple que il est pas impressionnant. Enfin, il t'impressionne pas en tout cas. Tu vois, il cherche pas à t'impressionner du tout. Et il te met très à l'aise. Et donc, d'une certaine manière, il te fait oublier très vite qui il est. Mais c'est vrai que j'ai rencontré Mozart, quoi. Je veux dire, j'ai rencontré Paul McCartney, j'ai joué avec lui, j'ai parlé avec lui, on a échangé, donc je suis en tout cas non pas peut-être une midinette, mais à la fois je suis un amoureux de la musique et je suis un passionné, je suis un fan. Enfin fan, je sais pas si j'aime pas ce mot-là, mais je suis très très admiratif des artistes et des grands artistes. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Écoute, oui, ça c'est sûr que c'est plus un moteur, quoi. Tu vois, la mort, c'est vraiment de plus en plus d'une certaine manière, parce que c'est vrai que le temps passe, qu'on voit les gens partir, qu'on se dit que tout ça est éphémère, et à la fois ça me donne de plus en plus peut-être envie de vivre. En tout cas, la mort, je l'associe à la vie. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. On le lit dans tous ses romans, dans ses poésies. C'est qu'elle n'a jamais, pour exprimer la vie, elle part toujours d'un drame, d'un chaos, d'une mort. Et donc la mort, je l'associe à la vie. C'est-à-dire que je pense que il y a pas de, c'est ce qui donne de la saveur à la vie. Donc j'ai envie de dire qu'elle peut me faire peur, mais qu'à la fois je la célèbre parce que je la trouve essentielle. Mathieu, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'on chanterait pas? Bah oui. Est-ce que tu chanterais pas? Ah non, il faut qu'on chante ensemble. Arrête.
t'es sensiblement plus grand que j'imaginais aussi. Alors ça, Ça arrive souvent qu'on te le dise. j'aimerais comprendre, je sais pas. On me dit la même chose, enfin les Ouais, gens on me qui le dit. machin, on me dit la même chose à moi aussi. Ah, c'est Que marrant. genre, Non, ça va. ah vous êtes grand, mais en fait, ouais, il y a C'est ça, toi. Attends. peut-être des têtes de petits, je sais Quoi, pas. un petit bout, quoi, c'est ça ou tu veux quoi? Oui. J'entends encore l'ombre sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Mais comment t'atteindre? Comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Tes doubles sens si romantiques m'ont troublé, onde magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Ah, mais comment t'atteindre? Oh, comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Mais comment t'atteindre? Putain. C'était trop bien. Merci du fond du cœur. merci à toi. C'est une belle revanche sur les reprises ratées que je faisais Elle est très bien. avec mon Moi, groupe de musique avec Marquis Concept quand j'avais 19 ans. Merci du fond Moi, du je cœur. trouve ça. Je suis très pour cette double voix. Ouais, à l'octave. À la fin, j'avais commencé à faire. Je me suis dit, je vais chanter la ligne de basse. Donc, Ouais, j'ai fait bien, quelques bien. notes de la ligne de basse à la fin. Merci, Merci à merci toi. du fond du cœur, Mathieu. Merci. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, on va déménager. Ok. Donc, le prochain épisode de Small Talk, dans 15 jours, ce sera dans d'autres locaux. Je sais pas à quoi ça va ressembler, les nouveaux locaux. Peut-être ils vont faire des trucs genre différents, des trucs avec de l'or. Comme ça. C'est pas le genre de combini l'or. C'est plutôt genre couleur vive, l'enfance, pop. Ça va être ça, c'est sûr que ça va être ça en fait. Ils vont pas changer. Je les connais. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Voilà, c'était la fin de cet épisode avec M qui m'a quand même beaucoup marqué parce que je sais pas à quel point je lui ai montré, mais je suis fan. En fait, mais à un degré très très fort. Et c'est un tout petit peu difficile d'interviewer des gens dont on est fan. Voilà. J'espère que je suis resté professionnel. J'ai quand même chanté Onde sensuelle avec M, contrairement à vous qui n'avez pas fait ça.